KPMG, Fréquence Banque. La Banque Centrale Européenne a publié en décembre dernier ses priorités de supervision 2018 qui sont au nombre de 4. La profitabilité, le risque de crédit, la gestion des risques et enfin les activités présentant des risques multidimensionnels, ce qui inclut les stress tests et le Brexit. Les 3 premiers sujets figuraient déjà parmi les priorités de la BCE en 2017. Les préoccupations de la Banque Centrale Européenne s'inscrivent donc dans la continuité. Pour nous éclairer sur ces priorités 2018, nous avons le plaisir, comme l'an passé, d'interviewer dans la tour de la BCE à Francfort, aujourd'hui, mercredi 10 janvier 2018, François-Louis Michaud, directeur général adjoint de la DG4 à la BCE. Bonjour François-Louis. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de présenter et de mettre en perspective nos principaux thèmes de communication également depuis plusieurs mois. Avant de s'intéresser aux priorités 2018, ma première question porte sur la revue entamée en 2017 par la BCE dans le domaine de la profitabilité des banques en Europe. Alors, quels sont les premiers constats de cette revue et avez-vous observé des différences d'un business model à un autre ou entre les pays de la zone euro ? Alors, avant de répondre à votre question, Hélène, peut-être une petite précision. Les 4 thèmes que vous mentionnez sont effectivement au cœur de nos activités pour l'année à venir. Mais nos activités vont évidemment bien au-delà. Plein d'autres sujets qui sont présentés dans une cartographie des risques que nous avons aussi publiée seront des points principaux pour nos équipes de supervision. Alors, sur la revue thématique de la profitabilité que vous évoquez, nos travaux se poursuivent, effectivement. C'est un exercice d'envergure qui couvre environ une centaine des plus grandes banques de la zone euro. Nous appliquons une méthodologie commune qui s'appuie à la fois sur des analyses horizontales et sur des travaux banque par banque. Cette revue est ambitieuse et ne sera pas terminée avant le 2e trimestre de cette année. Pour autant, dans les prochaines semaines, nous allons entamer un dialogue avec chaque banque pour leur signaler les forces et les faiblesses telles que nous les percevons à ce stade et le cas échéant leur demander comment elles comptent ajuster leur stratégie. Et sur cette base, après ce dialogue qui reste relativement informel à ce stade, nous tirerons des conclusions d'ensemble et des conclusions pour chaque banque. Sur le fond, ce que nous observons, la revue nous confirme que les banques de la zone euro sont dans des situations assez variées en matière de profitabilité. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. Les banques qui réussissent mieux ne le doivent pas seulement aux conditions économiques des pays dans lesquels elles opèrent, ni non plus à un modèle d'affaires particulier qui serait la recette gagnante. En revanche, leur efficacité opérationnelle, leur rapidité à tirer les leçons du passé, à se défaire de créances douteuses ou à ajuster leurs actifs moins performants, toute cette capacité à tirer les leçons du passé tend à faire la différence. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que les banques qui ont su profiter de taux bas qui ont abaissé leurs coûts de financement, accru la valeur de leur portefeuille, aussi renforcé la solidité de leurs emprunteurs, ces banques ont mieux performé que les autres et vont continuer très certainement à mieux performer. Ce qui veut dire que toutes celles qui n'ont pas autant tiré bénéfice de cette situation, maintenant doivent accélérer un petit peu leurs travaux. Ce sujet de la profitabilité, je le disais il y a un instant, constitue donc le premier axe de supervision de la BCE pour 2018. C'était déjà une priorité affichée en 2017. Elle est de nouveau à l'ordre du jour en 2018. Alors, quels enseignements pouvez-vous tirer de l'exercice 2017 et peut-on dire qu'on se dirige vers une consolidation éventuelle du paysage bancaire européen ? Donc nos travaux sur ce sujet, vous avez tout à fait raison, s'inscrivent dans la continuité de ce que nous avions fait en 2017. D'abord tout simplement parce que nous nous sommes donné un peu plus de temps sur le sujet de la profitabilité pour être sûr de poser le bon diagnostic et de comprendre également les réponses que les banques apportent ou cherchent à apporter à ce sujet. Donc ça va encore nous occuper, comme je le disais, une bonne partie de 2018. Une fois que ce diagnostic sera clairement posé, nous allons devoir évidemment suivre la mise en œuvre
des stratégies que les banques adopteront pour renforcer leur profitabilité, pour faire évoluer leur business model. Et ces stratégies, elles vont devoir répondre en grosso modo à quatre types de problèmes. Des stocks de créances douteuses qui sont trop élevés, une situation concurrentielle qui est difficile, notamment dans certains pays, des défis aussi qui sont liés à la digitalisation, de nouveaux entrants ou également de nouvelles méthodes pour mener leurs activités qu'elles doivent prendre en compte. Et puis, pour un certain nombre de banques, une structure de coûts trop élevée. Donc dans ce contexte, chaque banque va devoir trouver sa propre réponse, au besoin se redéfinir, ça peut devoir aller assez loin. Cela peut impliquer que certaines banques choisissent de s'engager dans des opérations de consolidation, mais ça peut aussi vouloir dire tout simplement qu'elles vont faire évoluer leur business model ou ajuster leur structure opérationnelle. Donc il n'y a pas de recette miracle, là non plus. Ce sera une décision de chaque banque. Nos analyses à la BCE montrent depuis longtemps que le secteur bancaire européen comporte un très grand nombre d'acteurs et qu'à la différence de ce qu'on a pu voir aux États-Unis après la crise, il n'y a pas eu de consolidation. Le marché reste très, très fragmenté. Donc effectivement, dans ce contexte, la consolidation peut être une réponse, mais ce ne sera pas la seule. Et en tout cas, le superviseur va devoir suivre banque par banque et pour la zone dans son ensemble, quelles seront les réponses qui seront apportées. Et donc, on peut s'attendre à une transformation du paysage bancaire européen dans les prochaines années. Seconde priorité 2018 de la BCE, elle porte sur le risque de crédit, tout comme en 2017. Alors, les encours de NPL, encore un acronyme pour Non-Performing Loans, sont toujours élevés dans certains établissements et seraient susceptibles d'avoir une incidence négative sur l'activité de crédit des banques. Alors, ces encours pèsent sur les établissements financiers, réduisent leur rentabilité et entravent donc l'octroi de prêts. Il est donc essentiel de résoudre la question des NPL. Alors, François Louis, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Et on ouvrira peut-être un petit peu aussi sur les banques françaises, puisque vous nous aviez dit en 2017 que ces banques françaises étaient assez peu concernées par le sujet des NPL. Est-ce toujours le cas en 2018 ? Et là, vous avez tout à fait raison. Les prêts non performants ou les créances douteuses, c'est probablement l'un des principaux freins aujourd'hui pour de nombreuses banques. Et les statistiques de la BCE montrent clairement également que les banques dont les bilans sont les plus sains sont également les banques qui prêtent le plus à l'économie et qui soutiennent la croissance. Depuis 2 ans, en tout cas au cours des dernières années, de nombreuses banques, beaucoup de banques ont fait des efforts pour traiter leurs problèmes de créances douteuses. On a vu une vraie amélioration sur le sujet, ce qui est très positif. Ces efforts doivent vraiment continuer et c'est tout le sens de la décommunication, des différentes communications du SSM sur le sujet en 2017, tant sur le plan qualitatif, quelle stratégie apporter quand on est une banque, mais également sur le plan quantitatif, c'est-à-dire quels sont les objectifs, quels sont le calendrier qui doivent être considérés. Ces actions sont totalement nécessaires pour faciliter l'évolution des stratégies et des modèles d'affaires dont nous parlions juste auparavant. L'incertitude des investisseurs ou même des banques elles-mêmes quant à la qualité de leur bilan constitue aussi un frein pour l'évolution générale de la structure du système bancaire. Certaines opérations sont différées parce que tout simplement les gens ne savent pas quelle est la qualité des bilans et cela peut constituer un frein aussi à la consolidation qu'on évoquait juste avant. Donc dans ce contexte, certaines banques ont un problème plus que d'autres, c'est clair. Pour autant, même les banques qui sont les moins concernées ou qui ont moins de créances ou dont les créances sont mieux provisionnées, potentiellement peuvent être fragilisées par la situation des autres banques. On a vu cela dans le passé lors d'épisodes de marché un petit peu stressés. Il y a un effet de contagion, notamment pour des banques qui se refinancent très largement en devises sur les marchés internationaux. Elles risquent d'être traitées comme le maillon faible s'il y a le moindre stress. Donc dans la période actuelle, le traitement des créances douteuses est possible parce qu'il y a une embellie conjoncturelle. D'un autre côté, cette embellie conjoncturelle et à la fois les objectifs de dégager davantage de profitabilité ne doivent pas conduire les banques à relaxer leurs conditions d'octroi et à s'engager dans la recherche de profits à tout va, qui poserait les jalons de la constitution des créances douteuses de demain. Donc c'est pour ça qu'on pense que là, il y a vraiment une fenêtre en ce moment. Certaines banques ont été plus avancées que d'autres.
Mais pour celles qui l'ont été un petit peu moins, maintenant il faut vraiment le faire pour éviter que cela se détériore. Et plus généralement, il faut éviter de créer le problème de demain. Donc aucune banque n'échappe au sujet des NPL, et profitabilité et NPL doivent aller de pair. Troisième axe de supervision de la BCE pour 2018, la gestion des risques. En 2017, cette priorité comprenait l'ICAP et l'ILAP, et le TRIM également. En 2018, la BCE a inclus dans cette priorité de gestion des risques plus générale la mise en œuvre d'IFRS 9 et d'autres changements réglementaires en cours, comme le MREL pour le nouveau ratio d'exigence minimale de fonds propres et de passifs exigibles lors d'un renflouement interne, également le ratio de levier et le NSFR, le ratio structurel de liquidité à long terme. Alors, François-Louis, mettez-vous tous ces sujets sur un pied d'égalité, ou au contraire, y a-t-il une hiérarchie à établir entre ces différentes thématiques ? Vous avez raison, ça fait beaucoup de sujets pour les banques, et tous ces sujets sont importants pour les banques. Donc c'est un peu pour ça qu'on les a mentionnés. Le contexte est chargé, l'actualité est bien remplie pour les banques. Maintenant, en ce qui nous concerne en tant que superviseur, notre rôle n'est pas le même. Sur certains sujets comme ICAP et ILAP, bien évidemment, nous allons continuer dans la logique des années passées, parce que là, nous pouvons jouer un rôle pour encourager les banques et les guider dans la définition de meilleures exigences en ressources rares, capital et liquidité, une meilleure appréhension de leurs besoins, de ces ressources, pour se piloter sur quelque chose qui fasse sens économiquement et qui ne soit pas uniquement un minimum réglementaire. Donc là, notre rôle est clair. D'ailleurs, notre approche là-dessus est très semblable à celle que la Fed vient de communiquer, vient de mettre un document en consultation qui est animé par le même esprit. D'autres sujets comme MREL, IFRS 9, ratio de levier, etc., c'est le contexte réglementaire qui va s'imposer aux banques. Là-dessus, nous ne sommes pas régulateurs, donc nous héritons de cette situation, et nous devons simplement nous assurer que les banques se préparent de façon adéquate à ces changements qui sont structurels, qui sont importants et qui les forcent à vraiment modifier leur approche. Nous avons publié différents documents, notamment sur IFRS 9, pour décrire notre évaluation de la situation et inciter les banques qui étaient les moins avancées à accélérer leurs efforts. Le programme TRIM, en revanche, là, c'est quelque chose aussi qui est vraiment dans nos mains. C'est-à-dire que c'est un de nos principaux projets. La revue des modèles a bien avancé en 2017. Nous avons mené une petite centaine de missions de contrôle sur place sur les modèles dans le cadre de TRIM. Nous sommes en train maintenant d'analyser les résultats. Les banques ont déjà eu connaissance d'un certain nombre de résultats sur le plan individuel, et cela va se poursuivre dans les semaines et mois à venir. Pour nous, c'est un travail essentiel pour restaurer la confiance dans les modèles internes des banques mais aussi assurer une égalité de traitement au sein du SSM. Il y a vraiment les deux aspects. Les modèles internes avaient été un peu questionnés après la crise, donc il faut restaurer cette confiance dans les modèles, mais aussi le SSM existe maintenant. Et tous ces modèles avaient été approuvés par 19 autorités. Donc il y a ce doute permanent, est-ce qu'on a bien un marché unique, est-ce qu'il y a une égalité de traitement? Donc là, on doit convaincre et pouvoir dire aux acteurs, à la fois les banques, mais aussi les observateurs extérieurs, que c'est le cas. Nous avons assuré une égalité de traitement. Donc c'est un complément essentiel au cadre réglementaire qui est fourni par la CRR, et aussi à son évolution future avec la finalisation de BAL 3. BAL 3 va encore améliorer ce cadre d'ensemble, mais cela ne nous dispense pas de nous assurer que chaque banque sur le terrain développe des modèles qui sont adéquats, et c'est qu'elles font ça de manière cohérente au sein de la zone. Les deux derniers axes majeurs de supervision de la BCE pour 2018 portent sur l'exercice de stress tests et sur la gestion du Brexit. Alors, on va tout de suite d'abord s'intéresser au stress tests. 35 établissements réaliseront en 2018 des stress tests conformément à la méthodologie EBA. On comprend par ailleurs que vous, BCE, vous allez aussi procéder à des tests de résistance complémentaires sur les établissements non visés par l'EBA. Alors, quel est le sens de ces stress tests menés par la BCE en 2018? Donc les stress tests, c'est un petit peu quelque chose qui avait commencé en période de crise, comme une sorte de
d'instruments pour rétablir la confiance et montrer que la situation des banques était d'une part bien comprise et d'autre part que les banques étaient en mesure de faire face à leurs risques. Donc c'est un exercice très sain en fait. C'est quelque chose qui maintenant est devenu rentré beaucoup plus dans les mœurs. C'est-à-dire que c'est plus un exercice de crise, c'est devenu un exercice plus de routine, je dirais. La CRD elle-même prévoit que les superviseurs mènent des exercices de stress test de manière annuelle et prennent ça en compte dans la façon dont elles fixent les exigences en fonds propres pour les banques, quand elles revoient l'adéquation des fonds propres. Donc on est maintenant dans cette logique. C'est une logique de continuité. Les stress tests sont un instrument de supervision courante. L'exercice EBA s'inscrit dans ce contexte. Le BA choisit de le faire dans des grandes dimensions tous les 2 ans. Nous, entre-temps, nous faisons aussi un exercice intermédiaire, comme nous l'avons fait cette année sur les taux d'intérêt. Nous le mènerons donc pour la 2e fois avec eux. Ce qui pour nous est une situation plus confortable qu'en 2016, puisque c'était la première fois que nous le faisions à grande échelle. Donc nous avons tiré beaucoup de leçons de la façon dont ça s'est passé en 2016 pour essayer de raffiner et de simplifier notre process. La méthodologie, elle est fixée par le BA. Et donc nous avons participé aux discussions pour l'élaborer. C'est quelque chose de très constructif, très, très utile. Nous pensons qu'elle a progressé dans un certain nombre de domaines, je vais en reparler. Le scénario, il est donné par le Conseil européen du risque systémique, donc c'est aussi quelque chose qui est fait de manière très systématique pour l'ensemble de l'Union européenne et par les meilleurs experts. Nos collègues de la BCE sont impliqués dans l'exercice, mais cela les dépasse. Et nous, au sein du SSM, nous intervenons pour accompagner les banques dans la mise en œuvre du stress test sur le plan très opérationnel et pour assurer la qualité et la cohérence des résultats. Donc c'est un rôle très, très concret, très pratique, et nous cherchons à accompagner les banques le mieux possible. Les principaux changements pour les banques de l'échantillon EBA en 2018, c'est 35 banques, comme vous le disiez. Donc nous, on a à peu près 120 banques significatives dans le SSM. 35 sont dans l'échantillon EBA. Pour ces banques, donc la méthodologie a bien progressé dans 4 domaines principalement. L'un, parce que les normes IFRS 9 maintenant doivent être mises en œuvre. Donc il a fallu adapter la méthodologie sur ce plan. Deuxièmement, en matière de risque de marché, l'exercice 2016 avait montré qu'on pouvait faire mieux, notamment pour aligner le traitement des instruments de couverture avec le sous-jacent. Aussi pour la façon dont on évalue les projections en matière de commission. Donc on va pouvoir être plus granulaire cette année et donc plus fin dans l'évaluation des chocs. Et puis aussi en matière de risque de conduite pour déterminer quels sont les événements matériels à prendre en compte. Donc on a une méthodologie qui progresse bien, qui est plus mûre aussi de son côté. Après, qu'est-ce qu'on fait pour les autres banques ? On disait, 35 banques sont en plein dans le centre de la photo. Nous, l'union bancaire, c'est aussi quelque chose qui est censé assurer une harmonisation entre un groupe de très grandes banques, qui sont une centaine. Donc, il y a une question, encore une fois, d'égalité de traitement à assurer. Donc, pour ces 65 autres banques, parce qu'il y a quelques banques qui sont des filiales, et donc pour qui un stress test est mené dans la juridiction hors union bancaire, donc celle-là, on n'a pas besoin de s'en occuper. Mais pour les 65 qui sont installées chez nous, mais un peu plus petites, tout en étant grandes, il faut aussi qu'on fasse quelque chose pour elles, parce qu'on ne peut pas les traiter différemment ou trop différemment des plus grandes. Ça créerait des inégalités de traitement. Donc pour celles-là, on va un petit peu simplifier la méthodologie EBA tout en gardant les principales lignes. Comme ces banques sont aussi un peu plus petites et un peu plus simples, c'est facile. La proportionnalité, en fait, elle coule de source. Et puis, dans la façon dont on va assurer l'assurance qualité, on va aussi pouvoir le faire de manière un petit peu plus allégée, tout sans perdre en qualité. Mais en tout cas, on pourra être plus proportionné et comme ça, on aura aussi une image assez fidèle de leur capacité de résistance à des chocs qui nous permettra de les comparer aux plus grandes. Et comme ça, pour tout le monde, on pourra prendre des décisions en capital qui seront très cohérentes. Avant-dernière question, le Brexit. La BCE a annoncé que les Joint Supervisory Team, les JST, continueraient à suivre activement les établissements qui sont concernés par le Brexit et à superviser les plans de relocalisation en cours et envisagés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces actions des JST et sur votre action en lien avec le Brexit ? Donc le Brexit, le contexte est connu, et évidemment, c'est pas en soi une bonne nouvelle. En revanche, d'un point de vue un peu
un peu égoïste, on peut dire que d'une certaine manière, si on veut positiver la chose, ça donne une bonne opportunité de réfléchir à la façon dont un groupe international doit se structurer. Comment il se structure en matière de filiales, succursales, quels sont ses arrangements en matière d'outsourcing, etc. Où est-ce qu'il book ses activités, comment il localise ses équipes de gestion des risques, etc. Donc d'une certaine manière, ça provoque un certain nombre de discussions assez utiles de ce point de vue. Les banques de la zone euro qui ont des activités significatives développées depuis hors de la zone euro, elles doivent désormais, elles vont devoir un petit peu aussi disposer d'équipes de trade, de négociation, de capacités de couverture, d'équipes de gestion des risques renforcées dans la zone euro. Et là, l'équilibre entre ce qu'elles font hors zone euro et dans la zone euro doit être reconsidéré. Le SSM devient aussi le superviseur host, comme on dit, pour des banques qui étaient établies jusque-là hors d'Europe, des banques américaines, des banques japonaises. Donc on a potentiellement des entrées significatives de banques qui veulent continuer à avoir accès au marché unique et qui souhaitent le faire depuis la zone euro. Donc on va devoir donner des licences en tant que BCE. Et pour cela, pour donner les licences, il faut qu'on puisse s'assurer que les banques en question auront des capacités de gestion des risques suffisantes dans la zone euro. Les banques concernées doivent donc s'y préparer. Donc en 2018, ça fait pas mal de choses à analyser, à la fois pour les banques qui sont déjà dans la zone euro et pour celles qui vont y venir. En pratique, nos équipes de superviseurs ont demandé aux banques qui sont déjà chez nous ou qui prévoient d'y venir des plans détaillés, une stratégie détaillée, un calendrier. Et maintenant, elles travaillent avec ces banques pour soit renforcer la stratégie et effectivement leur communiquer ce que nous on attend plus précisément sur certains aspects, soit simplement vérifier que la stratégie est mise en œuvre de façon adaptée. Et puis on a des réunions régulières sur des sujets techniques auxquels personne n'avait pensé parfois initialement. Plus on creuse, plus on trouve. Et donc là, tout ça veut dire qu'on a dû aussi renforcer un peu nos équipes pour ça, parce que c'est beaucoup de travail. Et donc 2018 va être une phase de transition. Et ensuite, on devra passer plus en rythme de croisière, mais 2018-2019 vont vraiment être des années de transition. Et donc, on comprend que le Brexit va fortement occuper la BCE en 2018 et également en 2019. Pour terminer, tous les sujets, tous les éléments dont on a parlé vont participer au SREP 2018. Alors on sait que le SREP, c'est le processus de surveillance et d'évaluation prudentielle. À ce titre, avez-vous des recommandations à formuler à l'attention des banques françaises ? Donc, excusez-nous d'un certain chauvinisme. Je comprends. Non, de notre côté, donc le SREP 2017 c'est bien déroulé. On est très content parce que c'est pour la 3e année consécutive. On a mis en œuvre cette méthodologie commune avec ce qu'on considère être vraiment les meilleures pratiques en la matière, parce qu'on a pu construire à partir des meilleures pratiques qu'on a trouvées dans les 19 pays, mixant des aspects quantitatifs, qualitatifs. On a vraiment, c'est quelque chose qui tourne bien, et à la fois le président Daniel Nouy, la présidente du SSM, mais aussi le président de la BCE, récemment ont plusieurs fois fait allusion au SREP comme l'une des principales réussites du SSM, et je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Maintenant, qu'est-ce que le SREP nous montre ? Il nous montre que le profil de risque des banques en 2017 était à peu près stable par rapport à celui de l'année d'avant, et que dans l'ensemble, elles sont assez bien capables de résister à des chocs. Maintenant, donc là-dessus, on a publié d'ailleurs des chiffres qui sont disponibles le 18 décembre, qui sont en ligne sur notre site internet, où on peut trouver donc un peu la décomposition des profils de risque, le niveau de capital de façon agrégée, aussi y compris en tenant compte des futures exigences qui vont entrer en vigueur dans les prochaines années. Donc il y a toute une documentation disponible pour vos auditeurs sur le sujet. Maintenant, les décisions qui sont adressées aux banques au titre du SREP 2017, et donc leurs axes d'amélioration pour 2018 portent sur 4 principaux domaines. La profitabilité, on en a déjà parlé, elles doivent continuer à redresser leur profitabilité, elles doivent traiter leurs créances douteuses, c'est le 2e sujet. 3e sujet, leurs outils de pilotage du capital et de la liquidité doivent encore progresser, on en a aussi parlé. Et 4e sujet, la gouvernance peut encore se renforcer pour un certain nombre de banques.
notamment en matière de suivi et de pilotage des risques, qui requièrent des systèmes d'information et d'agrégation des données qui soient performants, fins, agiles, mais aussi en matière d'audit interne, par exemple. Donc il y a pas mal de sujets. Donc l'image d'ensemble est plutôt positive et stable, mais il y a encore pas mal de sujets où les banques, dans des domaines dans lesquels les banques peuvent progresser. Et ces 4 thèmes seront au cœur des travaux SREP en 2018, et ces 4 thèmes sont tout à fait valides pour les banques françaises comme pour les autres. Voilà. Pas de différence, pas de spécificité franco-française. François-Louis, merci beaucoup pour vos éclairages. Et on comprend en vous écoutant que l'activité de la BCE en 2018 sera très importante, et aussi les banques auront aussi un agenda très chargé. Merci beaucoup. Merci Hélène. KPMG, Fréquence Banque.